Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Éléonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour en ce mardi 2 février 2022. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Ala Graffi, qui va nous parler de son parcours d'artiste scientifique, de ses créations, de ses projets NFT, de ses projets d'exposition. Et vous pourrez intervenir en fin de room comme d'habitude. Et pour l'instant, eh bien, je laisse la parole à Benjamin pour un petit point d'actualité. Oh, Lucie Éléonore, et quelle actualité, mais quelle actualité depuis des mois que l'on parle d'art et de NFT dans ce podcast. On attendait avec impatience que le plus grand artiste du XXe siècle sorte son NFT, et ben c'est fait. C'était il y a quelques jours l'immense Pablo Picasso disponible en NFT. Donc ça c'est incroyable déjà, mais tu vas voir, l'histoire est rocambolesque. Et d'ailleurs, on peut en tirer des enseignements pour tous les projets NFT. En fait, je m'explique. Donc, au départ, il y a Florian Picasso, qui est l'arrière-petit-fils du maître, qui a eu l'idée de vendre plus de 1000 NFT à partir d'une céramique de l'artiste qui date de 1958, qui lui appartient par des héritages successifs, on imagine ça. Et donc, il s'est dit, je vais prendre en photo la céramique de Picasso, et il en a fait une petite animation, d'ailleurs hyper kitsch, hein. Moi, je ne suis pas fan de cette céramique, un peu qui esquisse comme un sourire, un peu comme un smiley, d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais franchement, la vidéo est assez décevante par rapport à l'attente qu'il y avait autour d'un projet Picasso, tu vois. Mais alors, on a pu voir ça quand même sur la très célèbre plateforme Nifty Gateway. Donc, il allait avoir un drop en grande pompe. Et puis, patatrac, comme il a fait ça tout seul dans son coin, eh ben, il s'est pris une volée de bois vert de la part de tous les autres héritiers de Picasso. En fait, ça s'appelle la succession Picasso. Il y a tous les héritiers du maître. Donc, toutes les branches de la famille sont regroupées dans cette société qui s'appelle Succession Picasso. Ils n'ont pas été consultés. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et ils ont fait retirer la vente, tout simplement. Donc, tu vois, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais comme quoi, je me suis dit, moralité de l'affaire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un Picasso chez soi qu'on peut le vendre en NFT. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une œuvre d'un artiste qu'on peut en faire une photo et le vendre, que ce soit en NFT ou d'ailleurs même en poster, c'est pareil. Et en plus, il a utilisé la marque. Et alors, il s'est dit, je suis de la famille Picasso, peut-être, mais il faut consulter les autres héritiers. Et puis, Picasso, c'est une marque. C'est aussi, j'ai appris que Olivier Picasso a déposé la marque qui a permis de faire la voiture aussi, Picasso. En fait, c'était pour protéger le nom ad vitam aeternam. Donc, à chaque fois qu'on mentionne une marque, qu'on mentionne un nom connu, il faut que tous les propriétaires soient d'accord. Et donc, il ne s'agit pas de détenir une œuvre pour en faire un NFT. Et ça répond à beaucoup de questions que l'on reçoit pas mal de fois dans ce podcast sur les droits d'auteur et les NFT. Eh bien, le droit classique s'applique aussi au NFT et s'applique aussi à Picasso, encore plus à Picasso. Bref, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une drôle d'histoire pour ce NFT qui aurait dû être le symbole flamboyant de la rencontre tu vois, de l'art moderne et de la technologie blockchain. Eh ben, c'est raté, ce sera pour une autre fois, mais je guette, je guette. Je suis sûr qu'on va avoir droit à un très beau NFT Picasso cette année. Je le sens, je le sens. Effectivement, après, ça pose aussi d'autres questions. Dans quelle mesure un artiste mort peut tokeniser ses œuvres? Dans quelle mesure ses ayants droit ont effectivement la capacité de le faire? En quel nom? Est-ce qu'il faudrait... Enfin bon, c'est assez vertigineux. Ça mélange effectivement tous les droits de la propriété intellectuelle. Il faudrait presque une room juridique pour nous éclairer là-dessus. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Benjamin pour ce petit point d'actualité au sommet. Et ça nous fait passer directement à l'interview de Al. Alors bonsoir Al, on est vraiment ravis de t'accueillir ici. Donc tu peux, voilà, unmute, parfait. Bonsoir Lucie et Léonore, bonsoir Benjamin et bonsoir Florent, bonsoir tout le monde.
suis ravie d'être là, merci. Eh bien, super. Alors, est-ce que, avant qu'on attaque les faits, parce que peut-être que tous nos auditeurs et nos auditrices ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et juste nous dire dans un premier temps qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie? Super, bien sûr. Du coup, comme j'ai été présentée dans ce podcast, je suis bien artiste et scientifique. Normalement, je me présente comme scientifique de formation et artiste de naissance, parce que mon père est artiste, mais qui a préféré que je fasse un autre métier. Et je vis à Paris, donc depuis 10 ans, je vis à Paris. Et voilà, je pense que et je travaille sur le croisement entre l'art et les sciences, surtout dans la créativité de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps et je l'explore et je suis très ravie de le partager avec vous. Alors, on va en parler longuement. Alors, est-ce que tu peux justement maintenant revenir sur ton parcours? C'est-à-dire, j'imagine que tu as grandi en Italie. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Voilà, on comprend déjà que ton père voulait pas trop que tu sois un artiste. Enfin, voilà. Raconte-nous un petit peu ce qui t'est arrivé avant d'en être là où tu en es. Oui, tout à fait. Donc, du coup, je suis née au Liban, d'une famille arménienne, italienne, libanaise, un peu de partout dans le monde. J'ai vécu un peu partout. Il y a l'Italie, il y a les États-Unis où j'ai fait mes études doctorales et mon master. Et ensuite, je suis venue à Paris pour continuer ma recherche et mon art. Euh, Alors, qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'on comprenne bien? oui, alors donc je me suis dédiée à tout ce qui est informatique, mais dans une spécialisation qui s'appelle système complexe. Donc les systèmes complexes, ce sont des réseaux de beaucoup d'agents qui interagissent pour créer des euh, comment on l'appelle, des, euh, des, euh, des actions intelligentes, on peut dire. Donc il y a plusieurs parties comme l'émergence et tout ça, comme on observe par exemple des agents comme les fourmis, quand ils sont tout seuls, ils sont bêtes, mais collectivement, ils peuvent, comme les abeilles aussi, faire des choses incroyables, duquel on inspire. Pareil, le système immunitaire. Donc ça, c'était ma recherche au départ. Et ensuite, j'ai appliqué ça sur le data mining, qui est devenu aujourd'hui, qui s'appelle plus data science. Donc, analyse des données, extraction de l'information. Et surtout, c'était sur l'analyse des textes. Donc, par exemple, NLP, mais pas le NLP qu'on connaît. NLP, C'est quoi c'est ouais, Naturally. c'est ça. Le NLP, si tu peux juste. En anglais, c'est Natural Language Processing, ce qui veut dire traitement des langues. Donc pour analyser par exemple automatiquement le qu'est-ce que donc faire comprendre à la machine ce que Ouais. cette phrase veut dire. On voit, pardon, Alst, on voit que effectivement tes études étaient assez poussées en termes scientifiques. Moi déjà, Mhm. je suis un petit peu largué, mais je vais, on va peut-être creuser ça. En revanche, je peux te dire que déjà ta première phrase résonne énormément en moi, c'est-à-dire que tu savais que tu étais un artiste, mais tes parents, c'est la société, n'ont pas voulu que tu fasses de l'art comme un métier. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et j'en ai voulu effectivement au départ à mes parents, mais finalement, je pense que c'est génial d'avoir pu combiner, comme tu le fais, des études. Donc, des études, toi, c'était des études scientifiques. Moi, j'ai fait des études en marketing, communication. Et après, je suis devenu artiste plein temps. Là, je vois que tu arrives à cumuler les deux, à faire les deux, à mettre de la science dans ton art et de l'art dans ta science. Et donc, ça, c'est génial. Donc moi, c'était déjà un témoignage, je suis en résonance avec ce que tu dis, et j'aimerais bien creuser cette question, c'est-à-dire à quel moment tu as senti la bascule, ou tes études très scientifiques, là tu nous as expliqué ce que tu faisais, déjà on est tous largués, mais ça a l'air passionnant, à quel moment tu as basculé en te disant, bon finalement, je vais me servir des sciences pour faire vraiment de l'art, quoi. Exactement, merci pour ces mots. Et tout à fait. Donc j'étais toujours en train de chercher en fait un pont entre l'art et les sciences et de le construire. J'ai même essayé quand j'étais en 2004, j'ai commencé à faire des scripts
qui automatisait des logiciels pour créer des choses en 3D, comme à l'époque il y avait Maya, 3D Max et même AutoCAD, donc un programme de architecture. Ensuite, c'était avec GIMP, donc la version open source de Photoshop. Mais quand est-ce que ça a vraiment allé entièrement de la science à l'art, ça a basculé, c'était en 2016. Donc en 2016, je tombe sur un article écrit par Ian Goodfellow en 2014. Donc c'est le fameux article des GAN, Generative Adversarial Networks. Et cet article-là, ça m'a En français, vraiment... juste en français pour traduire un petit peu ce que c'est un GAN, même si Oui, si tu peux nous donc traduire GAN. oui, donc ce sont des réseaux, des réseaux de neurones artificiels, on les appelle adversaires, qui sont en train en fait de se combattre. Donc un qui est en train de générer tellement de l'information et l'autre est en train de filtrer ces informations et voir s'il est en train de générer le bon classement, la bonne image ou pas. Donc un est un détecteur et l'autre est un générateur. Ok, et donc il y a un article qui te fait te dire je vais devenir un artiste, je vais faire des ponts entre tout ce que j'apprends scientifiquement et des créations. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel déclic? Qu'est-ce qui se passe quand tu lis cet article? Oui, tout à fait. Donc, j'étais en train de travailler dans une boîte d'intelligence artificielle. Donc, c'était juste après mon postdoc. Et je me dis, ben, cet article est formidable. Si on arrive, au lieu de lui donner des chiffres écrits à la main, donc c'était à la base le premier base de données, donc dataset, ça s'appelait MNIST, et donc c'était des chiffres écrits à la main. Et, euh, et en 2016, l'article a été publié à NeurIPS, donc une conférence super connue dans l'intelligence artificielle. Et je vois cet article et je dis, ben, si on lui donnait, au lieu des chiffres, on lui donnait par exemple des œuvres artistiques ou on lui donnait par exemple des portraits. À l'époque, j'avais un projet qui s'appelle 1001 visages. Donc, c'était des portraits des personnes que je prenais partout dans le monde. Et l'idée, c'était, je demandais chaque personne 5 mots-clés qui lui décrivaient pour créer un réseau qui connecte tout le monde, pour montrer que on est tous connectés et aucune personne fait une île. Donc, euh, voilà. Una faccia, voilà, comme on dit en italien. Donc, Ah voilà, donc attends, on y vient. Donc en fait, tu avais en tête un projet artistique avec ces 1001 visages. En fait, tu prenais déjà 1001 visages en photo avant 2016. Et cet article, tu t'es dit, OK, il faut nourrir maintenant une machine artificielle pour nourrir son intelligence. Et donc, je vais la nourrir avec des images photographiques que j'ai prises moi-même, quoi. C'est ça. c'est exactement ça. C'est exactement ça, Benjamin. Et à l'époque, il y avait pas les moyens de calcul assez forts. Donc, du coup, j'ai dû réduire chaque image de mes données d'entraînement à des photos de à peu près 256 par 256 pixels pour pouvoir l'entraîner. Et ça a pris des jours et des jours et des nuits et des semaines pour finalement générer des milliers des visages des personnes qui n'existent pas, de toute diversité, de toute origine, de tout âge, de tout sexe, qui représentaient toute l'humanité. Et ça, c'était vers novembre 2016. Et donc ça, c'est ta première œuvre. On peut considérer que c'est la première œuvre de la graphie. On peut le dire, sauf que je n'avais pas la conception que ça allait être une œuvre jusqu'à l'été de 2017. Donc j'avais la date limite pour présenter une expo euh, en 2017 pour 2018. Donc 2017, j'étais invité à exposer au Grand Palais. Voilà, pour la première fois, c'était super nouvelle pour moi. Et je me suis dit, ben, il y a quelque chose là qu'il faut faire avec ces visages, des milliers de visages. Mais je voulais pas les présenter comme ça parce que comme ils étaient chaque visage était cassé, était un peu incomplet, de basse résolution. Donc je me suis dit, ben, je vais faire un méga portrait qui représente toute l'humanité
et qui est porteur de tous ces petits bonhommes qui sont un peu cassés, de toute diversité, les plus noirs, les plus sombres, les plus blancs, les plus éclairés. Et c'est ça qui va représenter l'humanité. Et c'est là, Attends, ouais. à la graphie, pardon, je te coupe, tu parlais du Grand Palais, ça m'intéresse parce qu'il y a un moment donné, donc le monde de l'art s'est intéressé Mhm. à ta création parce que c'est important d'expliquer à quel moment tu peux intéresser, à quel moment la science commence à intéresser le monde de l'art. Super, oui, tout à fait. Donc ça c'est vraiment, c'est pas évident de convaincre, on va dire un collectionneur qui a l'habitude de collectionner par exemple des peintures et de lui inviter à collectionner une œuvre d'art digital comme ça, surtout au Grand Palais. Déjà pour rentrer, c'est un peu compliqué d'avoir une forme d'art qu'on a jamais vu avant ou quelque chose un style qui est différent. Et le moment, c'était pendant le vernissage, donc le 13 février, pour être exact, à 15h30, j'arrive, 2018. Donc, tenez bien cette date, 13 février 2018, à 15h30, j'arrive et je me retrouve en face d'une personne qui regardait l'œuvre et qui m'attendait. Donc, tout le monde était en train de me chercher en me disant, mais il y a quelqu'un qui te cherche, quelqu'un qui te cherche. Et cette personne-là, elle s'est exprimée en se disant, mais je comprends pas, mais j'adore. Je comprends pas, mais j'adore. Comment tu as fait tous ces petits peintures des personnes, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et c'est là où j'ai expliqué ma méthode. Et c'est là où je pense que j'ai gagné un peu la confiance d'un collectionneur et le monde de l'art, on peut dire. Euh, Qu'est-ce que c'était cette expo au Grand Palais pour essayer de comprendre dans quel cadre c'était autour des œuvres numériques, autour de l'intelligence artificielle, pour reprendre un petit peu la question de Benjamin, c'est-à-dire comment un musée arrive à s'intéresser au GAN en fait. Super question parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas cette idée ou notion d'intelligence artificielle. Même moi, j'hésitais à la présenter comme œuvre générée par l'intelligence artificielle. Donc, je vous rappelle, ça, c'était bien avant tout le buzz qu'on a eu, la vente aux enchères, plein de choses qui se sont passées après. La vente aux Donc, ça, enchères c'était, d'artistes qu'on ne citera pas ce soir. c'est pas important. L'important, c'est juste comment, en fait, pouvoir rentrer dans ce monde de l'art avec quelque chose de nouveau qui parfois il peut créer comment dire, il peut déplaire ou il peut Oui, ça peut dérouter, créer. ça rentre pas dans les cases de l'art contemporain, effectivement. Oui, Mais toujours, mais donc juste très concrètement, je suis comme Lucie et Léonore, je veux absolument savoir qui t'a demandé de venir au Grand Palais. Est-ce que c'est bien sûr. le commissaire Alors, d'exposition? alors non, alors ça c'est un salon d'art qui s'appelle Salon Comparaison. Donc c'est un salon qui date depuis 50 ans, un salon assez réputé. Et je peux dire que c'était pas le seul salon qui m'a invité. Donc, le salon de comparaison, c'était sous le chapiteau d'Art Capital au Grand Palais, donc où j'exposais avec d'autres artistes. Et ensuite, 6 mois plus tard, donc le 25 août 2018, j'étais invité à exposer à un salon encore plus historique, notamment le salon d'automne qui a un jury assez, comment dire, assez dur avec la sélection, surtout avec les nouveaux médias et tout ça. Donc j'ai été très honoré Ouais, donc à là, pouvoir. t'es Ouais. invité en tant qu'artiste, donc tu deviens artiste finalement. Et, Oui. et alors, qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que tu fais après? Euh, alors, qu'est-ce que ça ouvre? Ça a ouvert, bien sûr, plein d'autres curiosités sur l'art, parce que bon, après ça, on a commencé à avoir un peu le buzz qui était un peu porté par les médias et beaucoup de spéculations sur, par exemple, est-ce que l'IA peut créer? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'artiste? Plein de questions comme ça se posaient, alors que moi, j'étais toujours encore en train d'explorer quelque chose qui a tellement de paramètres. Donc, c'était un outil pour moi, ça restait un outil, comme par exemple le Photoshop.
ou n'importe quel logiciel d'art est un outil, comme le pinceau est un outil, mais avec beaucoup de paramètres. Bien sûr qu'il faut les travailler, il y a un artiste derrière qui va choisir l'œuvre, qui va choisir les paramètres, qui va choisir peut-être la base d'apprentissage. Donc il y a tellement de flexibilité et, euh, je suis content que cette forme d'art a pu apporter aussi à d'autres artistes qui ont suivi. Donc après ça, j'étais pas le seul à travailler dans des gangs. Oui, ça a décomplexé tous les artistes dans l'art digital. Tu as raison, je me souviens de ces polémiques qui sont assez anciennes, ça fait déjà 20 ans. En fait, avec la sortie de Photoshop il y a 20 ans, beaucoup d'artistes disaient, mais enfin, ça va nous prendre notre travail, le Photoshop va remplacer les pinceaux et l'acrylique, alors qu'on voit que pas du tout, même au contraire, il n'y a jamais eu autant d'artistes avec des pinceaux sur toile. Et ce que tu dis est très intéressant, c'est-à-dire que même l'IA, alors toi, avec l'intelligence artificielle, tu repousses encore plus loin les limites des outils digitaux finalement, où tu dis même les outils, en fait, où tu dis même on n'a même plus besoin de toucher à l'ordinateur, on a juste besoin de le nourrir et il va produire une œuvre d'art. Donc ça, c'est fascinant, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. À quel moment, toi, tu penses que tu restes un artiste tant que tu nourris la machine, c'est toi l'artiste, c'est ça? Ou à un moment donné, la machine pourrait se nourrir toute seule, c'est ça? Oui, excellente question, Benjamin. Tout à fait. En fait, c'est une question que je me pose aussi parce que euh, c'est pas juste nourrir, mais aussi à la fin faire une sorte de curation, une sélection de ce que cette machine va produire. Donc, ça peut être comme si c'était une reproduction génétique, à chaque fois avec des variations aléatoires. Euh, et à chaque fois, par exemple, comme la sélection darwinienne est en train de sélectionner, là, l'artiste est en train de sélectionner aussi quelle œuvre il veut choisir pour exposer. Donc lui, à la fois, il est artiste, mais il est aussi curateur. Ah, c'est Euh, excellent comme concept, c'est de l'eugénisme artificiel. oui, et d'ailleurs, j'ai pas juste exploré l'intelligence artificielle créative dans le monde de l'art. J'ai aussi beaucoup, j'ai passé longtemps à voir qu'est-ce qu'elle peut produire, comme par exemple des citations, des poèmes, des écritures, des choses de de science-fiction. Donc j'ai même tout un livre écrit par l'intelligence artificielle que j'ai partagé sur Twitter il y a un an à peu près, et avec des poèmes, même avec des recettes. Donc qu'est-ce qu'elle nous conseille à cuisiner si on donne par exemple deux ingrédients, ou on donne par exemple une sorte de diète. Par exemple, on dit un diet alimentaire, on dit par exemple on cherche quelque chose de keto mais avec de spirulina. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner? C'est incroyable. C'est assez vertigineux, c'est rigolo. Pour revenir, on reparlera diététique dans une autre room, ça m'intéresse. Pour revenir aux œuvres d'art, quand tu fais ça là en 2018, quelque part ce sont des expérimentations artistiques qui s'appuient sur tes recherches, mais il n'y a pas vraiment moyen à ce moment-là de monétiser les œuvres, puisque les NFT c'est encore très très balbutiant. Donc moi j'aimerais bien savoir à comment arrivent les NFT? Comment tu découvres? Est-ce que ça change quelque chose dans ton travail, dans ta manière d'aborder les œuvres, leur potentialité de monétisation, tout simplement? Enfin voilà, à quel moment les NFT arrivent et qu'est-ce que ça change? Super question. Honnêtement, j'ai eu des hésitations pour parler ce soir. Pas parce que je vous aime pas, je vous adore. J'adore ce que vous faites. J'adore le podcast, j'adore la maison de Fauve et tout ça. Mais parce que justement, il y a deux raisons. Une, c'était à cause des NFT. Donc, avant de commencer à parler des NFT, je vais peut-être vous dire ça. C'est que comme on parlait de Picasso et les héritiers de Picasso, je, je, je pense à mes collectionneurs de la même façon. Donc, avant de même vouloir, même si je vais pas vendre les mêmes œuvres physiques en NFT, j'aimerais quand même voir comment ils voient les choses, surtout quand ils sont bombardés par des articles des médias qui représentent pas forcément le monde du NFT.
Donc, Je suis on n'est absolument pas. d'accord, mais du coup, c'est vrai qu'on a peut-être zappé quelque chose. C'est de dire que, en fait, ces œuvres du Grand Palais de 2018, etc., c'est effectivement créé par l'intelligence artificielle, mais ce sont des tirages. Enfin, c'est physique, c'est pas numérique, en fait, ce qu'on voit. C'est pas sur des écrans, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Donc, ce sont des tirages uniques de 7 éditions chacune. Et, euh, et voilà, j'ai une qui même euh, qui fait partie de l'héritage français. Donc, j'ai encore 4 éditions de la première œuvre qui a fait un peu euh, l'histoire du Grand Palais, la vente le 13 février 2018. Ok, donc Mais ce sont des œuvres physiques. Donc effectivement, les NFT qui révolutionnent un petit peu tout ça, bon, alors voilà, comment ça se passe? On comprend que c'est un vrai sujet pour toi, que c'est pas, ça coule pas de source, et c'est ce qui nous intéresse ici, de comprendre comment ça s'insère ou pas dans le travail d'un artiste. Qu'est-ce qui te fait peur? Enfin, voilà, raconte-nous tout ça. oui, alors quand j'ai entendu parler des NFT et surtout la possibilité de démocratiser l'art avec les NFT, les crypto-arts et tout ça, ça m'a passionné ce sujet. Et ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, et j'ai beaucoup hésité à le faire parce que bon, j'étais pas encore prêt, j'étais pas encore là, j'étais pris par d'autres choses. Après, il y a un an, donc mars 2021, j'ai été même février 2021, j'ai été contacté pour vendre une de mes tweets, donc une des vidéos que j'ai partagées sur Twitter comme NFT. Et j'ai pensé que c'était un peu compliqué pour le faire. J'ai hésité, après j'ai réfléchi. Et c'était au moment où j'ai entendu parler du mouvement Clean NFT et Eco NFT avec la blockchain Tezos. C'est là où je me suis tout de suite euh, dit, ça y est, je vais me NFTiser ou je vais me rejoindre le club de NFT et en faire quelques mints, donc préparer quelques œuvres et la mettre sur la blockchain. Ouais, Donc, j'ai vu, Al, que j'ai cliqué sur ton lien, effectivement, on voit tes NFT qui sont basés sur la blockchain Tezos via la marketplace object.com dont on parle assez souvent ici. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens très bien, il y a un an, c'était janvier-février 2021, les NFT commençaient à être assez populaires, on en parlait partout, les artistes en parlaient, et il y avait tout de suite des réticences quant aux problèmes écologiques des blockchains, notamment Ethereum, qui dépensent beaucoup d'électricité, on le sait. Après, on peut ouvrir le débat. Il y a un vrai débat d'ailleurs à avoir, mais on ne le fera pas ce soir. C'est trop long. Mais toi, tout de suite, tu as été réticent, comme beaucoup d'artistes, je me souviens très bien. Et tu t'es dit, bon, alors finalement, avec Tezos, comme on peut avoir une blockchain qu'on appelle Clean NFT, donc des NFT qui dépensent, je crois, 100 000 fois moins d'électricité qu'Ethereum, qui est le standard encore aujourd'hui, malgré tout, hein. Mais ça t'a convaincu finalement de dire, je vais essayer les NFT parce que c'est bon, au niveau écologique, je suis clean, quoi. c'est exactement ça, exactement ça. Et sans ouvrir le débat, je pense qu'il y a des personnes de toute façon qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, que j'aimerais bien que vous invitez peut-être pour un prochain euh, débat. Et alors, tu te dis, ok, je me décide, je me lance, je vais minter quelque chose sur Tezos. Euh, est-ce que enfin, quelle est ta démarche en fait? Tu te dis, je vais imaginer autre chose que ce que je fais pour mes tirages photos. Enfin, qu'est-ce que tu décides de faire pour investir cette technologie liée à la blockchain? Oui, tout à fait. Donc, je me décide de minter. Et l'une des premières œuvres, si je me rappelle bien, c'était une femme qui s'appelle Digital Revolution. Donc, c'était une femme qui était un peu, comment dire, enchaînée, mais par des polygones, des milliers de polygones qui bougeaient. Donc, c'est une animation aussi que j'ai mise et en fait, je m'attendais pas, mais ayant le soutien aussi de Iketnunk, donc c'était la plateforme que j'ai rejoint tout de suite. C'est là-bas où on m'a partagé le tweet et dans moins de 20 minutes, je pense,
elle était partie. Je pense que c'était à 69 Tezos, quelque chose comme Ah ça, ouais, mais donc pas rien, enfin, c'est déjà, c'est déjà pour une première, c'est 69 Tezos, je peux pas le faire de tête, mais c'est pas un ou deux Tezos comme on voit plein d'œuvres qui partent d'artistes tout nouveaux, quoi. Donc là, ça te oui, rassure, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire, que tu peux avoir une légitimité à investir ça. oui, tout à fait, tout à fait. Mais après, il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui aime pas utiliser ni ma signature ni ma légitimité pour être dans le marché de l'art. Donc j'adore en fait l'idée quand l'œuvre est présentée et le collectionneur aura la possibilité de choisir selon son goût et l'esthétique, sans savoir qui est l'artiste, qui est l'auteur. Ça, je pense que ça fait beaucoup du bien surtout pour la démocratie euh, des, euh, comment dire, entre les artistes et leurs ventes et tout ça. Après, ça, c'est mon avis et Attends, pas ça tout le monde doit faire. c'est Oui. intéressant, ça, Al. J'aimerais juste que Oui. tu développes, parce que en fait, tu es en train de dire que tu ne souhaites pas adopter tous les codes du marché de l'art. Donc, comme tous les artistes, tu as besoin de vendre, tu as besoin de te faire connaître, ça c'est normal. Mais tu voudrais vendre en NFT, mais sans adopter tous les codes, c'est-à-dire sans mettre ta signature en avant. Donc, tu as comme un pseudonyme finalement. Alors, c'est très utilisé, il faut dire à tout le monde que dans les NFT, un artiste sur deux, je me demande même si c'est pas 80% des artistes, se cache derrière un pseudonyme, enfin se cache, non, c'est pas le mot, mais adopte un pseudonyme, un avatar, en fait, pour faire plus court ou plus simple ou plus punchy. Mais toi, derrière ton avatar, on ne sait pas forcément que c'est toi. Tu dis le collectionneur doit faire la recherche de savoir qui se cache derrière ton avatar, c'est ça? Absolument. Mais par contre, alors finalement, je peux vous dire, mes deux avatars, c'est Alagraphie et Bitopsy. Donc, je cache pas grand-chose. Mais j'ai essayé en fait de créer un avatar, un nouveau avatar. Mais je me suis tout de suite rendu compte que le marché de l'art a déjà pris ce momentum, ce mouvement, et, euh, et les collectionneurs étaient déjà, pour la plupart, intéressés par des artistes comme une sorte d'investissement. Je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais c'est vrai que beaucoup de collectionneurs sont aussi des investisseurs et je me suis rendu compte. Et finalement, en fait, j'ai fait des analyses parce que comme je suis aussi chercheur et scientifique, une des choses que j'ai faites, c'était analyser la disparité dans des réseaux d'artistes sur, par exemple, Tezos. Et j'ai vu que, vous êtes prêts? On est prêt, on est prête même. Ok. 1,4% des artistes avaient 50% des fortunes de NFT. Donc ça, c'est important à dire pour un nouveau marché qui se développe et pour des nouveaux arrivés dans ce monde et pour toutes les personnes qui essayent en fait de le démocratiser. Moi, je suis pour une solution qui peut le faire. Des communautés, donner le bienvenu à des nouveaux artistes, tout ça. Je pense que c'est très intéressant de donner la chance à tout le monde, surtout les latecomers, donc les personnes qui arrivent à joindre ce réseau récemment. Ouais, c'est très bien que tu dis ça parce que moi je suis interrogé, mais on est tous interrogés dans les NFT par des artistes qui veulent arriver là-dessus en disant bon ben voilà, j'ai plus qu'à minter mon NFT et puis ça va marcher. Parce qu'ils ne voient que les succès des 1,5% d'artistes, comme tu dis, et on ne voit pas les échecs de 98% des artistes. Alors échec entre guillemets, c'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à lancer une collection de NFT, il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut avoir beaucoup de followers. En fait, il y a tout un travail préparatoire avant de lancer son NFT, parce que sinon ça va être le bec, on va retrouver le bec dans l'eau. Donc toi, en plus, toi, j'ai vu que tu avais lancé des collections sur plein de marketplaces, donc des plateformes NFT, sur plusieurs blockchains. Est-ce que c'est une volonté? Donc toi, tu fais des collections différentes en fonction de chaque marketplace? Oui, je voulais juste ajouter pour ne pas trop décourager les nouveaux artistes, c'est que sur les blockchains de Tezos par exemple et Object ou Iketnunk, le risque n'est pas si gros parce que pour minter une œuvre, ça peut coûter genre 30 centimes ou 50 centimes. Euh,
en euros. Donc, même si ça vend pas, c'est pas quelque chose de perte de 200 euros, comme par exemple sur l'Ethereum. Mais Après, oui, pour autant, ce que tu me pardon. disais, c'est que t'avais un petit peu craint de te lancer là-dedans parce que t'avais peur de la réaction de tes collectionneurs traditionnels. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comme si les collectionneurs de tes œuvres physiques ne- avaient du mal ou auraient eu du mal à apprécier ton travail NFT. Pour le moment, j'ai pas consulté tous mes collectionneurs et je suis en fait en train d'explorer cette idée avec eux, peu à peu. Donc, j'ai pas, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que à chaque fois qu'un article sort, ça fait un peu de bruit et ça représente pas forcément ce qui se passe dans le marché du NFT. Un article sur les NFT, tu veux dire, quand on Oui, parle un article. encore d'un achat de Bored Ape ou alors de quelqu'un qui s'est fait voler des œufs, enfin, tout ce que les médias veulent bien raconter pour faire peur et pour faire de l'audience, c'est ça? Au lieu de s'intéresser vraiment à ce qui se passe chez les artistes, t'as peur que tes collectionneurs soient un petit peu effrayés par cette mauvaise presse finalement des NFT? C'est exactement ça. T'as bien saisi, Lucie Eleanor. Exactement ça. C'est à combien des millions des balles on vend les pixels, un pixel ou un truc comme ça. Et c'est ça qui peut agiter un peu le marché, ne peut pas le marché, mais peut-être la confiance d'un collectionneur qui investit dans un artiste, qui devient un peu une sorte de mécène. Parce qu'il dit, bon, c'est un artiste dans lequel je crois et que j'ai envie d'investir. Et du coup, quand je fais une œuvre, bien sûr, ça doit être très loin de l'œuvre présentée ou imprimée euh, dans le palais, par exemple, ou dans d'autres endroits où j'ai exposé. Et ça doit aussi être une sorte d'autre forme d'art. Alors, C'est ce que. est-ce que tu peux nous en parler justement, nous décrire une ou deux collections, nous parler des sources d'inspiration qui ont donné lieu à ces collections de NFT donc? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, des séries des NFT que sur laquelle j'ai travaillé, c'était un peu l'art génératif. Donc l'art génératif, ça peut être beaucoup de choses sous l'art digital. Donc ça peut être algorithmique. Dans l'algorithmique, ça peut être fractal. Et même dans ça, j'ai exploré un petit peu des variations que j'ai postées sur Iketnook et on peut les voir sur Object aussi. Ça, c'est une série. Bien qu'il y a une autre série, par exemple, que j'ai lancée récemment, qui s'appelle, par exemple, euh, Thezoids. Donc, ce sont des personnages fictifs qui représentent peut-être les citoyens de Thezostan. Donc, aussi un lieu mythique pour tous les gens qui croient dans cette crypto-monnaie parce que en fait finalement c'est plus qu'une crypto-monnaie, il y a plein d'apps, des applications qui sont construites, il y a une grosse communauté qui travaille au-dessus et ça fait plaisir parce que ils sont tous en train de vouloir la même chose, la décentralisation, la démocratisation et je pense que j'essaie de pour portrayer ça, de représenter ça avec mon art, avec cette série. Après, il y a aussi une autre série que j'ai fait qui sont des rêves des aliens. Donc ça, c'est aussi en fait, c'est basé sur des petits dessins qui se transforment avec des GAN en hallucinations ou en rêves. Euh, on peut les appeler des aliens si on veut, mais après bon, l'histoire c'est que en 2062, on a découvert une machine comment elle s'appelle, Time Machine, pour retourner dans le temps. Et, euh, et on est allé dans le futur, par contre. C'était pas retourner en arrière, mais aller dans le futur pour retrouver ce que les aliens ont laissé comme note
et comme rêve et des architectures et plein de trucs comme ça. Oui, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je vois dans ce que tu dis. Il y a beaucoup d'heroic fantasy dans tes NFT qu'on retrouve sur OpenSea. Donc, c'est de l'art digital. L'art, c'est Mhm. assez graphique. Il y a aussi de la poésie. Il y a aussi du dessin. J'ai l'impression qu'il y a des techniques mixtes mélangées. Donc, on sent parfois l'intelligence artificielle qui a déformé les visages. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une collection assez dense et fournie. Il y a 500, un peu plus de 500 collectibles, 500 images, hein, sur OpenSea. Et alors, et étrangement, c'est ma question en fait. Tu vois, sur Object.com, qui est donc une autre place de marché sur Tezos cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'expérimentation à base d'icônes. On y voit Damon Hirst, Frida Kahlo, Salvador Dali, même Mark Zuckerberg à côté de Bernard Arnault. Et donc je me dis, tiens, il explore, et je comprends parce que moi je fais ça aussi, il y a plein d'artistes qui explorent en se disant sur chaque plateforme, il y a des audiences différentes. Et donc on parlait de tes collectionneurs classiques, mais là clairement, je pense que tu as envie d'explorer les collectionneurs du NFT qui ont l'habitude d'acheter de l'art digital. Est-ce que tu fais ça consciemment, ou est-ce que c'est inconscient? Ah oui, super question. Super question. Et franchement, je suis le plus heureux en explorant, en créant, en expérimentant. Donc c'est vrai que faire des séries, c'est parfois beaucoup de travail, beaucoup de consistance et beaucoup de dédication. Par contre, c'est plus amusant peut-être de voir ce que je ressens et le faire. Et après, bon, si c'est pas, si ça intéresse à quelqu'un, un bonheur en plus. Mais je ne crée pas pour, pour plaire aux collectionneurs. En fait, je crée et si ça plaît, c'est vraiment un double bonheur pour moi et pour un collectionneur. Je préfère que ça soit comme ça. Et même, je pense que les collectionneurs, pareil, préfèrent cette sorte de D'authenticité. authenticité. Est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine exposition au Grand Palais? Parce que tu remets le couvert au Grand Palais prochainement. Oui, bien sûr. Donc, on est en plein de préparation là. C'est dans 2 semaines, même pas. Donc, le vernissage aura lieu le 15 de 22. Et le jour, à partir du 16 de 22, ça sera ouvert au public. Ça serait comme j'ai dit, ça serait avec le salon de comparaison. Donc, Donc la un même chose salon. qu'en 2018, c'est ça? Exactement. Et alors, tu Exactement. exposes des NFT ou tu exposes des tirages? Hey. Super question. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis prête à vous annoncer ça? Ben oui, allez. Donc, l'idée, c'est d'exposer en fait un tirage. Donc, personne ne le sait pour le moment, mais je n'ai pas encore à 100% décidé si l'œuvre, elle pourra aussi être vendue partiellement comme NFT, parce que c'est une œuvre, c'est une méta-œuvre. Donc, comme j'ai l'habitude de faire des méta-œuvres, donc des œuvres composées des autres œuvres, j'ai donc je pourrais même faire une sorte d'expo hybride auquel, bien sûr, je vous invite. J'espère que vous Ok, donc pourriez venir. stay Et, tuned, quoi. On ne sait pas oui, encore. stay Il tuned. faut suivre. Je vais l'annoncer. Je vais l'annoncer. Et aussi, je vais annoncer quelque chose comme ça va avec. Du coup, le 16 février, je vais annoncer s'il y aura une possibilité d'expo hybride, donc d'une peut-être vente des NFT aussi. Et le 2 de 22 à 22h22, je vais je vais annoncer aussi la vente d'une collection qui me tient au cœur. Donc, ce sont les petits enfants du cloud, donc les personnages qui ont été générés en 2016. Il y aura 1000 tokens et franchement, l'idée, c'est pas de les vendre, mais peut-être de les donner. Donc, je vais commencer à voir si les personnes les veulent à partir d'une certaine heure spécifique. Euh, donc, la collection, c'est sur OpenSea/collection/choc, C-H-O-C, et il y a 1000 personnages. Voilà. C'est une sorte on va dire, peut-être carte de fidélité et une communauté à la fois. Ok.
et auxquels les personnes auront Donc, peut-être donc, d'autres invitations. donc ça, c'est Voilà. le 22 février 2022 à 22h22. Euh, Par contre, le 02 février, Ah, mais donc, c'est aujourd'hui le 02. 02, non, c'est c'est aujourd'hui. demain. Non, c'est demain. Ah, c'est demain. Ah, bah, je me suis Demain. trompée dans l'annonce tout à l'heure. Ah, on est le premier Mais- aujourd'hui, d'accord. Ouais, Tu aimes la numérologie, hein, tu aimes les symboles, ça se voit dans toutes tes œuvres. Et c'est facile à se rappeler. je voulais juste te dire que ce que tu fais, ça s'appelle un social token et c'est passionnant. Tous les artistes devraient réfléchir à ça parce que ça permet de fédérer une communauté en disant quand vous me suivez, quand vous aimez mon travail, eh ben, vous êtes récompensé par un token qui pourrait être un NFT, donc un token unique, qui vous donne accès peut-être à un preview, qui vous donne accès à des photos de l'atelier, des choses un peu exclusives. Et c'est génial ce que tu fais. Il faut encourager tous les artistes à faire ça parce que en plus c'est accessible, c'est vraiment pas très cher d'émettre des tokens. Donc tu vas récompenser tout le monde à partir de donc demain on peut récupérer son token. Alors je vais y aller alors. Oui, bien sûr. Merci, merci Benjamin. Tout à fait ce que tu dis. Et en plus, je dois ajouter que même si c'est OpenSea, c'est sur la chaîne Polygon de OpenSea, donc qui est Donc frais de écologique. gaz, voilà, frais de gaz Voilà. peu élevés et peu d'impact écologique aussi. Évidemment. Donc ça, c'est demain. Il est 7h moins le quart, donc n'hésitez pas, si les auditeurs, les auditrices, vous voulez poser des questions à Al, c'est le moment, levez la main, on vous fait monter sur scène. Et en attendant, moi j'ai une petite question en bonne geek de la typographie. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont on écrit ton nom? Oui, bien sûr. Euh, alors, à la graphie, c'est un peu du grec qui vient de photographie, donc peindre avec des photons ou des particules de lumière. Et allagraphie, c'était mon nom, un peu mon prénom, Al, et graphie, donc peindre avec Al, un peu c'était ça. Après, pourquoi il y a des majuscules et des minuscules? Parce que avant allagraphie, bon, je m'appelais Alahai, et bon, ça, c'était pas évident à le prononcer, mais bon, ça résumait un peu mon nom et mon prénom. Et après, finalement, j'ai gardé ces majuscules qui faisaient partie de, du nom de base. C'est tout. Ok. Super, on a You qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, You. Ça va? bonsoir Ala. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, j'ai pu rencontrer Ala la soirée chez Mocha. Il y avait l'exposition, c'était une chouette rencontre. Donc j'ai un petit commentaire et une petite question à poser à Ala si c'est possible. Enfin, d'abord le commentaire, c'est sur le fait qu'il est réticent à annoncer son son œuvre en NFT à ses collectionneurs. Enfin, ça m'a un peu surpris dans le sens que je trouve l'œuvre en intelligence artificielle est quand même un médium qui s'adapte très bien au format NFT. Donc, je m'inquiète un peu pour les artistes qui fait encore de la création sur toile ou des médiums encore plus traditionnels de se lancer dans le marché de NFT. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, en tout cas, c'est un petit commentaire et la question. C'est sur aussi, enfin, si c'est possible est-ce que là tu acceptes de faire des collaborations avec des artistes parce que comme je disais, il y a des artistes qui travaillent sur des médiums plutôt traditionnels qui veulent aller vers NFT et qui souhaitent peut-être essayer de nouveaux formats. Est-ce que ça peut t'intéresser de travailler avec, je sais pas, une artiste peintre qui dans son travail a certaines formalités, peut-être tu peux le traduire ou interpréter avec de l'intelligence artificielle ou de Ken. Est-ce que ça peut t'intéresser? Voilà mes questions. Merci beaucoup. Donc deux questions, hein. Pourquoi la réticence alors que ton médium de prédilection est particulièrement adapté au NFT? Et est-ce que tu es prêt à faire des collaborations avec des artistes traditionnels? Ok. Alors, réticence, c'est juste l'endroit bien sûr, qui m'expose, n'est pas au courant de tout ça. Et bon, je pense que
ça ira, c'est pas si grave. Ça, c'est un. Le deux, c'est mes collectionneurs, comme j'ai dit, si jamais, bon, comme ça va être une nouvelle série, ce que je vais exposer là, donc j'ai pas beaucoup de réticence. Donc ça va. Je pense que je peux aller. J'ai le feu vert. Après, pour répondre à la deuxième question, est-ce que j'aimerais collaborer avec des artistes traditionnels? Mais bien sûr, mon père est artiste traditionnel, moi-même je suis artiste traditionnel et j'adore en fait faire des collaborations, surtout dans du deux médiums qui sont très différents. Donc quelque chose de très très traditionnel et quelque chose de très poussé dans l'intelligence artificielle ou dans l'art digital. Et d'ailleurs, je vais annoncer même une conférence que je vais donner à Lisbonne le 7 mars 2022 pour aussi inviter des artistes à tester, à minter, à voir ce que ça donne. Donc, c'est un peu en fait un petit sandbox dans lequel on va jouer ensemble avec des artistes et peut-être il y aura des collaborations. J'ai vu aussi sur les réseaux pas sur les réseaux, sur la plateforme de Iketnunk, il est possible de collaborer avec d'autres artistes. Donc, quand on mint une œuvre, on peut la minter avec des royalties qui vont à d'autres artistes. Donc ça, c'est super. Déjà, ça nous prépare pour plein de collaborations. J'espère que ça répond à la question. Oui. Ouais, bon, je pense. Florent, bah oui, on t'avait pas entendu encore. Ben ouais, je me faisais discret. Mais en tout cas, Al, c'est vraiment incroyable ce que tu fais. J'aime beaucoup ta vision aussi et ta manière d'explorer. Et je me demandais justement, pareil, j'ai deux questions. Est-ce que tu vois d'autres champs possibles de l'AI au-delà du GAN, justement dans de l'art visuel, dans ta pratique? Est-ce que tu dois explorer ça? Et ma deuxième question, qui est un peu aussi en lien, c'est tu fais de l'art génératif. Est-ce que justement de l'art interactif, enfin des NFT interactifs, est-ce que ça serait pas justement ta prochaine étape, vu que tu es capable de traiter des millions de données et justement pouvoir créer une œuvre un peu méta, donc dans la continuité de ce que tu fais déjà, tout en justement ayant une œuvre qui soit interactive en fonction des données que tu y rentres en fait. Et vu que c'est un peu ton dada, je me dis que ça va être un peu inévitable. Bonsoir Florent, merci pour les questions, super. En effet, alors dans le monde de GAN, il y a tellement de variations. Donc moi, quand j'ai commencé avec les GAN, j'ai utilisé les DC GAN, donc un article qui était un variant des GAN en 2015, aussi publié en 2016. Et là, par exemple, je suis en train d'explorer des VQ GAN, des Sleep GAN, des Big GAN. Donc il y a tellement des choses dans les GAN déjà avant de passer à autre chose. Mais à part aussi, alors il y a la partie visuelle, textuelle et tout ça, mais il y a aussi la partie peut-être chronophotographique, donc qui fait un peu cinéma. Donc il y a un an, j'ai essayé de faire un GAN qui écrit un court métrage, qui le produit et qui le parle aussi, qui le présente, donc qui le visualise et qui fait tout de nouveau. Donc c'est un peu peut-être mon ambition de voir des, comme on appelle, cinéma on demand. Donc par exemple, on demande le GAN ou peut-être un super GAN qui va nous générer tout un film selon nos envies. Ça serait peut-être un peu le futur sur lequel bon, je travaille. Je pense qu'il y aura peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ça leur intéresse. Avant de répondre à la deuxième question, ça me rappelle aussi dans le cinéma, comme je suis aussi réalisateur, je travaille sur un projet qui s'appelle Cryptofilm, donc dans la distribution des films, qui est très inspiré par des NFT. Distribution et bien sûr aussi rémunération avec des royalties qui sont distribuées à tous les acteurs dans ce film, réalisateurs, producteurs. Sauf que depuis que je vais au festival des films, je vois une grosse réticence dans les personnes qui ont ce pouvoir
de centralisation des données. Donc, qui a créé ce film, qui l'a vendu. Donc, ces informations sont stockées dans des media house, chez des organisations qui veulent pas nous laisser décentraliser ça, malheureusement. Voilà. Et la deuxième question, c'était sur... Ah mince, j'ai oublié. Les NFT interactifs. Oui, Assez alors, et tout ça. Assez rapidement, si on peut, parce qu'on arrive oui, à c'est la comme fin si... Pardon, c'est comme si tu as lu mes pensées pour le futur. Je prépare pour quelque chose interactif, donc une œuvre euh, évolutive, comme celle que j'ai fait, vous pouvez voir, Collective Brain X, que j'ai fait au musée de Gulbenkian pour le cerveau. Donc, les personnes m'envoyaient à travers Twitter et Instagram des photos qui composaient une grande photo qui représentait le cerveau. Donc, des petites photos métaphores du cerveau qui représentaient un grand métaphore du cerveau. Voilà, ça c'était en 2019. Et j'aimerais faire un truc sur la blockchain aussi très très bientôt, j'espère. Voilà. Bon, ben merci Bien. beaucoup pour tout ça. Je me suis fait une réflexion. Al, c'est ton vrai prénom? Ou c'est un clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace? Ou alors c'était un prénom prédestiné? Euh, Eleanor, tu sais, normalement je m'appelle Ala, A-L-A-A, en fait, c'est écrit comme ça. D'accord, donc Mais c'est vraiment un par clin contre, d'œil. ouais, et ben par contre, depuis que je m'appelle Al, ça se confond toujours avec AI. Et quand je signe mes mails, les personnes ne savent pas si c'est moi qui ai écrit ou c'est l'intelligence artificielle qui l'a faite. Et depuis ce temps, je garde mon prénom comme Al. C'est plus facile, plus simple et voilà. C'est aussi comme Al, H-A-L, prononcé Al de C'est ça, l'espace de 9000. c'est Ouais. ça. Et ben pour finir, petite série de questions rapides. Est-ce que tu peux nous citer comme ça au débeauté un artiste ou une artiste qui t'inspire? Oui, bon, ce sont un peu des artistes scientifiques comme Da Vinci et Haeckel. Ouais. Et sinon, si c'est juste pour des artistes, Salvador Dali et qui d'autre, Tanguy, Ouais, Yves Tanguy, surréaliste. Yves Ouais, c'est Tanguy, vrai. Il y a, exactement. il y a quelque chose dans certaines de tes œuvres, effectivement, Yves Tanguy. Oui, c'est Est-ce que vrai. toi, est-ce que toi, tu collectionnes des Euh, NFT? ça m'arrive, je peux pas me considérer comme collectionneur, mais ça m'arrive, oui. Il y a des œuvres parfois qui sont irrésistibles. Et alors, est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre irrésistible? Oui, alors c'est vrai que moi je regarde pas vraiment l'artiste avant de regarder l'œuvre, donc c'est pas des œuvres qui sont très célébrées. Mais vous pouvez voir dans ma collection, surtout dans l'art génératif et algorithmique, je pense, je peux apprécier le travail derrière. Ok. Et un NFT que tu attends avec impatience de quelqu'un qui minterait, ou alors tu te laisses porter par tes découvertes? Oui, ça n'a pas été minté encore, je l'attends impatiemment. Bon. Et alors, toute dernière question, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room, dans ce podcast. Euh, Snoop Dogg. Snoop Dogg, ok. C'est facile, j'ai son numéro de téléphone. Ah oui. Euh, En fait, vous avez une super sélection des invités. Je suis à l'écoute. J'attends votre prochain podcast. Donc tu nous laisses la responsabilité. C'est ça. Je vais pas être responsable. Ça marche. Bon, bah écoute, Al, pour finir, je vais passer la parole à Florent pour deux choses. La petite tradition du podcast et puis une annonce que tu vas quand même nous faire, Florent. On peut prendre 30 secondes pour ça. Je te laisse la parole. Oui, Al, ben, du coup, merci beaucoup pour cette une heure passée avec nous. Pour te remercier, on te propose que tu nous donnes un NFT pour notre audience.
Donc, je sais pas si ça te dit de faire un petit giveaway et de voilà, soutenir le podcast, soutenir nos éditeurs. Mais oui. Ben, trop bien. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est à chaque fois que me revient la dure tâche de demander. Donc, Ouais, donc il y aura un petit tweet. Suivez-nous sur Twitter et vous pourrez avoir l'occasion de gagner un petit giveaway de Hal. Et donc, deuxième intervention, Florent. Donc ça, c'est trop bien déjà. Et la deuxième truc trop bien, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, je suis le cofondateur de Wakanda, qui est une plateforme de NFT spécialisée dans le street art et les graffitis. Et pour accélérer notre croissance et soutenir nos artistes, on lance une collection de PFP. Qui va avoir entre 5 et 7 000 caractères et qui vont donner plein d'utilités et plein d'avantages en fait sur la plateforme. Vous allez pouvoir avoir des airdrops de NFT, pouvoir voter sur où vont se passer les prochains événements, les chasses au trésor, etc. Donc plein de choses sympas. On vient de sortir le teaser aujourd'hui et si vous retweetez et en laissant un petit commentaire, vous pouvez rentrer dans la JME list, donc Gonna Make It list. Donc c'est la liste des early birds pour réserver votre place. Voilà, c'était tout pour moi. Donc n'hésitez pas à aller suivre Wakanda avec 2 L sur Twitter. Et merci du coup de m'avoir donné ce temps de parole. C'est normal. Eh bien, il est 19h01, c'est presque parfait. Merci infiniment à elle, c'était passionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de toutes ces choses passionnantes et délicates. Merci Benjamin, merci Florent, merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez. Et puis à la semaine prochaine. Merci.